Bonjour tout le monde. Je me présente Gabriel Meunier. Je suis coordonnateur changement climatique et mobilité durable au Conseil régional d'environnement de la Naudière. Et ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre édition des Midis de l'Action climatique. Donc, aujourd'hui, il va être question d'urbanisation, de densification et de transport en commun. Donc, je vais vous présenter euh, nos conférenciers là, pour ce midi. Mais avant tout ça, peut-être quelques petites règles de fonctionnement. D'abord, je vous demanderais, si ce n'est pas déjà fait, de vous identifier. Donc, vous pouvez vous renommer euh, en indiquant votre nom, mais aussi celui de votre organisation. Ça nous permet là, de savoir qui est présent ce midi. Ensuite, vous mentionnez aussi que notre conférence est enregistrée et sera disponible en différé sur notre site Web. Et finalement, si vous avez des questions durant le webinaire, vous pouvez toujours les poser dans le fil de discussion, là, dans le chat pendant la présentation, mais on va avoir une période dédiée à la fin du webinaire là, pour répondre à vos questions. Donc, on va traiter de plusieurs sujets ce midi. Comme je l'ai mentionné, on va parler d'urbanisation, de densification, de transport en commun. Donc, pour qui et pourquoi réarticuler l'urbanisation, la densification et le transport en commun. On va voir comment retisser la ville à différentes échelles et comment passer des intentions aux résultats pour rendre ça concret. Donc, notre conférencier ce midi, Thomas Fortin, qui est conseiller en aménagement et en urbanisme chez Vivre en Ville. Donc, petite présentation. Après une formation initiale en urbanisme, aménagement et environnement, Thomas a travaillé pendant 11 ans au sein d'une société d'économie mixte d'aménagement en France. Au cours de cette période, il a pu explorer de multiples champs de l'aménagement et du développement durable des territoires à travers le pilotage opérationnel de projets urbains, la coordination des démarches d'Agenda 21 locaux et la préservation d'espaces naturels sensibles. Ces dernières années, il a été particulièrement impliqué sur des projets de revitalisation de centres-bourgs et de cœurs villageois en Bretagne. Il rejoint Vivre en Ville début 2020, où il travaille notamment sur des questions d'aménagement et de partage des rues québécoises pour les rendre plus sûres, conviviales et accessibles. Donc, merci d'être avec nous, Thomas, ce midi. Il va être accompagné d'Amandine Rambert, qui est directrice de projet chez Vivre en Ville, qui sera présente dans le fil de discussion, qui pourra peut-être répondre à certaines de vos questions aussi là, en fin de présentation. Donc, merci Amandine aussi de ta présence. Donc, sur ce, je vous passe la parole pour votre présentation. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par partager mon écran et après, on va pouvoir commencer. Hop. Alors, normalement, ça doit être bon pour vous. Bonjour à tous. Donc, très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce 3e midi de l'action climatique. Donc, comme ça a été annoncé, on va plus particulièrement aujourd'hui parler des liens entre l'aménagement et la mobilité en se concentrant notamment sur les modalités de planification intégrée et de mise en œuvre de la mobilité durable. Je vais commencer par excuser ma collègue Amandine Rambert, directrice de projet chez Vivre en Ville, qui devait présenter aujourd'hui avec moi, mais qui souffre encore de symptômes de virus qui sont toujours dans l'air et puis qui souffre d'une extinction de voix, donc qui a du mal à parler aujourd'hui. Donc, elle est présente avec nous et puis elle nous rejoindra si possible pour la période de questions. Et puis moi, je vais me charger de faire cette présentation. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que le titre ici de la présentation diffère un tout petit peu de ce qui était annoncé. Simplement, on a souhaité faire un petit peu évoluer notre contenu, l'actualiser et puis intégrer également les derniers apprentissages de projets récents chez Vivre en Ville et puis aussi pouvoir s'adapter à la diversité des territoires québécois. Donc, pas d'inquiétude, on va retrouver ce qui était annoncé, mais organisé un petit peu différemment. Donc, on parlera moins de 8 pierres d'assises comme c'était annoncé, mais plus de principes en fait, qui vont conduire l'action en matière d'aménagement et puis de déploiement de la mobilité durable. Donc, on va voir tout ça ensemble.
Quelques mots tout d'abord sur Vivre en Ville, l'organisation Vivre en Ville. Donc, c'est une organisation d'intérêt public qui œuvre dans les domaines de l'aménagement du territoire au sens large, parce qu'on intervient autant sur les questions d'aménagement, d'habitat, d'efficacité énergétique, d'action climatique, mais aussi d'alimentation et d'agriculture urbaine. Donc, vraiment les champs de l'aménagement au sens large, à l'échelle de l'ensemble du Québec. Et pour ça, on travaille avec les décideurs, avec les professionnels et les citoyens à différentes échelles, là aussi, dans ces territoires du Québec, donc à l'échelle des bâtiments, à l'échelle des rues, à l'échelle des quartiers, à l'échelle des agglomérations. Et vous allez voir que cette déclinaison, elle se retrouve souvent dans nos projets et dans nos présentations. Et aujourd'hui aussi, il va être question beaucoup de penser ces changements nécessaires et ces évolutions à ces différentes échelles. Vous connaissez peut-être Vivre en Ville parce qu'on intervient assez régulièrement dans le domaine public et dans les affaires publiques autour de questions justement d'aménagement, d'urbanisme, de mobilité. Mais aussi, on a également un volet important dans notre action qui est un volet de recherche et de formation qui s'exprime à travers différents projets qui donnent lieu à la fois à un certain nombre de publications. Là, donc vous pouvez voir quelques exemples ici, avec des thématiques qui sont proches de celles qui vont nous intéresser aujourd'hui, dans ce qui est présenté, notamment sur les questions d'infrastructure, de voies, des questions de mobilité, des questions d'action et de planification des territoires. Et puis un volet également formation et conférences, là, dans lequel on s'insère aussi aujourd'hui. Et puis un autre volet, un autre champ de notre activité concerne le conseil et l'accompagnement aux municipalités ou aux MRC du Québec, là où justement on intervient pour répondre directement à des problématiques urbanistiques en lien avec directement les acteurs du territoire. Et Vivre en Ville, c'est une équipe aujourd'hui de près de 50 personnes qui représente une expertise diversifiée. La conférence d'aujourd'hui vous est donnée dans le cadre du projet Oui dans ma cour, donc un projet qui vise justement à favoriser la transformation des villes pour le climat et notamment en favorisant la création de milieux supportant des modes de vie sobres en carbone par une bonne intégration, des projets urbains et puis par une meilleure acceptation aussi de ces transformations urbaines. Et c'est un projet qui reçoit un soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Action Climat et donc qui s'intègre aussi dans les objectifs du plan pour une économie verte 2030. Le programme d'aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes parties de cette présentation. Donc, on va commencer par essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a intérêt à planifier et mieux planifier la mobilité et la mobilité durable. Quels sont les enjeux qui se présentent à nous et puis dans quelle situation est le territoire et pourquoi il est nécessaire de changer de modèle. Qu'est-ce que la mobilité durable et puis comment la planifier aux différentes échelles du territoire et puis ensuite comment quelques pistes et quelques pistes d'intervention pour passer à l'action sur son territoire. Alors, pourquoi planifier la mobilité et puis pourquoi doit-on chercher à planifier la mobilité et pourquoi est-ce que planifier la mobilité est une manière de répondre aux défis qui sont les nôtres, notamment dans une perspective de lutte et d'adaptation au changement climatique. Quand on regarde l'actualité, on constate que la mobilité, c'est un domaine qui est très présent et qui est souvent relié à nos problèmes du quotidien, que ce soit de la congestion routière, des temps de déplacement, des aspects financiers aussi souvent. Et puis, c'est aussi souvent lié à des problématiques d'aménagement du territoire. On peut le voir sur ces quelques extraits de presse. Là, ça touche à des sujets finalement assez variés, avec des angles assez différents et parfois contradictoires, parce qu'on parle d'infrastructures de transport collectif, d'infrastructures routières, d'infrastructures qui visent à réduire de la congestion, qui ont cette ambition-là, mais avec parfois des effets indésirables, des actions en faveur de la mobilité durable, donc des choses très, très larges, mais finalement, quand on regarde aussi dans l'actualité, on se rappelle qu'il y a aussi des enjeux importants et notamment une certaine urgence à agir avec ce rappel du dernier rapport du GIEC qui est paru le 4 avril dernier, qui porte sur l'atténuation des changements climatiques et notamment sur les actions à mettre en œuvre pour tenter de contenir le réchauffement planétaire et où, justement, on rappelle
qu'au-delà du message qui est ressorti très fortement, que les prochaines années seront décisives pour vraiment passer à l'action, le rapport, il a aussi exprimé un message fort sur l'importance des villes dans la lutte contre les changements climatiques et plus particulièrement sur la manière de les concevoir, donc les villes, en créant, donc ça c'est des éléments qui sont dans le rapport, des villes compactes et propices à la marche et à l'utilisation des transports collectifs. C'est ce qui est rappelé aussi dans cet extrait, ici, qui est tiré du sommaire à l'intention des décideurs du rapport du GIEC, les stratégies permettant aux villes établies de réaliser d'importantes économies d'émissions de GES comprennent le soutien aux transports non motorisés, comme la marche ou le vélo, et les transports en commun. Donc, ça met un peu la table sur ce qu'on va aborder par la suite, et notamment sur l'importance des liens entre aménagement et mobilité, et comment la mobilité durable peut apporter des réponses justement pour lutter contre les changements climatiques. Et avant d'en parler justement de ces solutions, on va regarder un peu comment on en est arrivé là et quels sont les problèmes auxquels nous devons faire face en retraçant quelques décennies d'évolution de la structure de nos villes québécoises. Ça va nous permettre de balayer un peu les quelques décennies depuis, même un peu plus que ça d'ailleurs, depuis le début du siècle dernier, en commençant par la ville compacte. On va aborder plusieurs transformations successives. La ville compacte entre 1900 et 1940, donc les quartiers classiques de la première moitié du XXe siècle, où on était sur des quartiers, donc je l'ai dit, compacts, avec une certaine proximité des activités, souvent articulées autour d'une rue principale où se tenait un grand nombre d'activités et avec une proximité des lieux d'habitation. Ça, c'est des quartiers qui sont encore aujourd'hui des quartiers où il y a plus facilement des déplacements à pied, à vélo et en transport en commun. Donc, première étape. Ensuite, progressivement, la ville, elle s'est transformée avec l'apparition de banlieues et donc très marquée par le développement de banlieues et la ségrégation des activités résidentielles, commerciales et industrielles, en accompagnant évidemment le développement important de l'automobile. Donc ça, c'est l'évolution qu'on a connue jusqu'aux années 90 avec un éclatement progressif des activités et puis cet éclatement et cette dissolution de la ville qui s'est encore accentuée depuis les années 90 avec un important isolement des activités les unes par rapport aux autres et une ville qui est marquée très fortement par des ruptures urbaines, des discontinuités, un allongement des distances, des infrastructures souvent qui sont difficilement franchissables pour les piétons, voire parfois hostiles, et finalement un modèle de ville qui est de moins en moins favorable au transport actif, de moins en moins favorable au transport collectif, on va le revoir aussi tout à l'heure, dans lequel il y a un certain allongement des distances. Là, on l'a regardé à l'échelle des quartiers. Si on regarde maintenant une vue en prenant un peu de hauteur à l'échelle de l'agglomération, on voit donc qu'on est passé au cours de cette période d'une ville qui était vraiment structurée autour de cœurs de quartier, organisée en noyaux resserrés, relativement autonomes les uns des autres, parce qu'on pouvait finalement avoir accès facilement à toutes les activités, à une ville de pôles spécialisés, une ville de strip commercial qu'on retrouve dans toutes les régions du Québec, qu'on retrouve finalement un peu dans toutes les villes, avec une conséquence majeure qui est l'éloignement des destinations et donc l'augmentation importante des distances à parcourir. Juste un petit rappel, ce sont bien les activités qui génèrent une grande partie de nos déplacements. La plupart du temps, on se déplace pour se rendre quelque part, que ce soit au travail, que ce soit pour aller magasiner, pour aller faire ses études, pour aller dans les services publics ou accéder aux services sociaux, etc. Donc, c'est vraiment ça qui génère des déplacements. Et justement, l'éclatement et l'allongement l'éloignement progressif des activités génère des besoins de déplacement de plus en plus importants et un fonctionnement complètement transformé, mais justement lié à ces nouveaux modèles d'organisation urbaine qui représentent un grand défi pour les villes d'aujourd'hui, parce que finalement, on vit vraiment différemment à l'échelle du territoire. On va travailler à un endroit, on va magasiner à un autre, on va faire nos activités de loisirs encore dans un autre endroit, avec une
une multitude de lieux de destination, des agglomérations qui sont de plus en plus importantes et des activités donc, qui sont dispersées sur le territoire. Et ce qui fait qu'on se déplace de plus en plus. Et pour rejoindre toutes ces destinations, parce qu'elles sont tellement éclatées, on a de plus en plus besoin de voitures. Et justement, quand on regarde un petit peu le portrait du parc automobile, on se rend compte que les voitures se reproduisent plus vite que les Québécois. Si on regarde entre 2008 et 2018, l'augmentation des Québécois en âge de conduire a augmenté de 8,6%. Pendant ce temps-là, le parc de voitures a, lui, augmenté de plus de 15%. Et on peut voir sur la courbe ici, là, depuis les années 20, l'augmentation vraiment massive du nombre de véhicules en circulation au Québec, avec environ un peu moins entre 6 et 7 millions de véhicules actuellement au Québec. Juste un éclairage sur le parc de véhicules électriques. Aujourd'hui, on est à 133 000 véhicules en mars 2022, avec un objectif d'atteindre 1,5 million de véhicules électriques en 2030. Donc cet éloignement, ça s'est traduit par des phénomènes qu'on connaît bien, qui sont les phénomènes d'étalement urbain qu'on observe partout sur le territoire. Et comme on peut le voir ici sur ces cartes de l'évolution du territoire dans la région de Québec, on a une déconnexion importante entre l'augmentation de la population d'un côté et l'augmentation de la superficie des villes. Ici, par exemple, on a une augmentation entre 1971 et 2001, une augmentation de plus de 248% de la superficie du territoire, la superficie urbanisée. Et dans ce temps-là, on a eu une augmentation seulement de 42%, ce qui veut dire une densité qui est beaucoup moindre. Et ça, justement, cette organisation du territoire, elle a un impact, et la localisation des activités ont un impact direct sur le type de mode de déplacement qu'on va utiliser justement pour se déplacer. On le voit ici, toujours dans cette carte de la région de Québec. Donc, c'est une analyse en fait des parts modales, donc des modes de déplacement utilisés pour rejoindre les destinations, donc dans un certain nombre de parcs d'activités. Ici, à l'échelle de l'agglomération de Québec, où on voit que finalement, en raison justement des options qui s'offrent, des options de déplacement qui s'offrent, la plupart du temps, on a une part très prépondérante des déplacements en automobile. Et dans certains cas, quand on est plutôt dans les centralités ou lorsque on est bien desservi par du transport en commun ou par des modes actifs, on a cette fois-ci une part modale qui augmente, mais la plupart du temps, on est quand même sur des déplacements très majoritairement en automobile. Cette distinction-là, on la retrouve aussi à l'échelle des quartiers, où là encore, la diversité de la morphologie, c'est-à-dire les formes urbaines, l'organisation du cadre bâti, l'organisation des voies de communication, la connexion entre les voies de communication et la localisation au sein de l'agglomération a aussi un impact sur les parts modales qui sont utilisées. Là, on le voit avec deux quartiers sur l'île de Montréal, donc Rosemont et Saint-Léonard, où en fonction justement de ces organisations, on a des parts relativement différentes entre les différents modes, entre la voiture, le vélo et la marche et le transport en commun. On voit donc que finalement, l'évolution de la manière d'aménager les villes en privilégiant un développement qui est axé autour de la facilité des déplacements automobiles, ça a considérablement accru les distances à parcourir. Et ça s'est également traduit par un développement massif d'infrastructures qui sont peu favorables pour les déplacements actifs, parce que les aménagements très, très routiers en fait, sont pas à échelle humaine. C'est des environnements qui sont hostiles et peu sécuritaires pour les piétons et pour les usagers les plus vulnérables. Mais c'est aussi peu favorable pour l'utilisation du transport en commun. On l'a vu tout à l'heure à travers l'éparpillement et puis la multiplicité des destinations qui rend l'usage du transport en commun beaucoup moins efficace. Donc, on a donc des milieux de vie qui sont très déconnectés les uns des autres. Et finalement, on se rend compte que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on est rentré dans un cercle vicieux qui est le cercle vicieux de la dépendance à l'automobile, parce qu'on a eu accès de plus en plus facilement à des automobiles, ce qui a généré de plus en plus de circulation. Pour faire face à cette augmentation de circulation, on a dû rajouter des routes.
Ces routes, elles ont permis d'aller plus loin, d'aller plus vite aussi. Ça a créé de l'étalement urbain et puis de l'éparpillement des activités, comme on l'a vu, parce que c'était plus facile finalement d'aller se développer là où il n'y avait rien. C'était plus pratique, plus facile aussi et plus d'apparence plus économique. Donc, ce qui a augmenté une augmentation des distances parcourues et puis donc le besoin d'avoir encore plus d'automobiles et finalement quasiment une automobile ou voire parfois plus par adulte en âge de conduire. On voit bien donc, dans ce portrait un peu rapide là que ce modèle, finalement, il est pas tenable parce que ça nécessite beaucoup, tout le temps, finalement, plus de capacité routière, tout le temps plus de voitures. Or, si on revient à ce qu'on a dit au tout début de la présentation, il y a vraiment urgence à agir, urgence à changer de direction, notamment pour aussi changer notre manière de nous déplacer, changer notre manière d'accéder à nos activités. Et pour ça, il faut retrouver une meilleure articulation entre l'urbanisation et la mobilité, en recherchant à nouveau plus de proximité, en améliorant l'offre au sens large de transport et de déplacement, que ce soit pour les déplacements actifs, donc pour la marche, le vélo, mais aussi pour les déplacements collectifs, et ce qui permettra notamment d'offrir aussi un meilleur accès à la mobilité pour tous finalement, parce que tout le monde n'est pas non plus en capacité forcément d'avoir accès à une automobile, de pouvoir conduire une automobile, ce qui du coup exclut aussi une partie de la population dans ce mode de fonctionnement. Alors une fois qu'on a dit ça, comment essayer de planifier la mobilité durable et puis tout simplement, qu'est-ce que c'est que la mobilité durable ? Un petit rappel, la mobilité, c'est ce qui désigne notre capacité à faire tous les déplacements dont nous avons besoin pour nous épanouir. Donc ça montre bien justement le besoin de pouvoir accéder à ces déplacements et puis de pouvoir accéder aux déplacements pour tous et pour tout le monde. Et la mobilité durable, justement, c'est quand tout le monde peut le faire de manière efficace en limitant l'empreinte de ces déplacements sur le territoire, sur l'environnement, sur la sécurité et la santé publique, sur les finances, qu'elles soient publiques ou personnelles. Donc, c'est bien ça, ce concept-là. Et justement, l'environnement bâti et l'offre de transport disponible, ça influence évidemment de manière prépondérante la longueur des trajets et leur empreinte environnementale. Donc, c'est bien ce couple entre aménagement et offre de mobilité qui forme le contexte dans lequel chacun ensuite va pouvoir organiser ses déplacements. Cette approche-là, elle s'intègre dans l'approche retenue par le Québec, donc, et aussi l'approche soutenue par Vivre en Ville, qui est l'approche réduire, transférer, améliorer, donc intégrée dans la politique de mobilité durable qui a été rendue publique en 2018. Et donc, pour rappel, ces trois volets, donc réduire, transférer, améliorer, ce ne sont pas des objectifs interchangeables, mais on est bien dans cette hiérarchie-là. Donc, de réduire, c'est avant tout réduire les distances à parcourir. Ça passe par l'implantation d'entreprises, de services de proximité et de services à proximité du plus grand nombre de personnes, dans des endroits qui sont facilement accessibles pour tout le monde, en permettant l'accueil du maximum de nouveaux ménages à proximité de ces entreprises et de ces services. Donc, ça permet d'avoir des déplacements qui sont plus courts, de gagner du temps, d'économiser personnellement et collectivement, et donc de contribuer à réduire notre empreinte. Ensuite, transférer, parce que justement, grâce à l'aménagement, grâce à l'offre de mobilité, on peut transférer nos façons de nous déplacer vers des moyens de transport qui ont une plus faible empreinte. Et pour ça, il faut que les modes actifs et les transports en commun, le transport collectif, il faut que ça devienne des options qui soient crédibles et attrayantes pour justement faciliter ce qu'on appelle le report modal, donc le transfert d'un mode, notamment en l'occurrence de la voiture, vers ces modes actifs et collectifs. Et pour ça, ça implique de revoir aussi la manière dont on aménage les rues, les routes, et ça, on le verra un petit peu plus loin tout à l'heure. Et enfin, améliorer
puisque raccourcir les distances et augmenter les choix de transport, ça permet donc de réduire le besoin d'utiliser et de posséder des voitures. Mais il y aura toujours un parc de véhicules et de voitures. Donc là aussi, on peut limiter l'empreinte des véhicules restants en améliorant leur efficacité énergétique et en privilégiant, par exemple, des véhicules plus petits et électriques. Alors, pour rappel, on ne part pas de rien. On a vu tout à l'heure les quartiers anciens qui ont de nombreuses qualités, là, évidemment, qui sont des sources aussi d'inspiration. Et puis, il y a aussi, évidemment, sur le territoire, de nombreuses initiatives inspirantes, de nombreux plans de mobilité qui ont déjà été engagés. Donc, beaucoup d'actions qui se mettent en place progressivement, mais qu'il faut aujourd'hui, c'est un mouvement qu'il faut aujourd'hui amplifier. Justement pour arriver à généraliser ces façons de faire et puis avoir cette approche à de multiples échelles, à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle des agglomérations. Mais en tout cas, on assiste à cette prise de conscience grandissante du lien entre l'aménagement, la planification de l'aménagement et des transports, donc dans les politiques publiques et donc dans les politiques de planification. Alors, on l'a dit, la planification de la mobilité durable, c'est bien ce qui est résumé sur ce schéma. Donc, l'intervention en aménagement du territoire pour planifier les courtes distances, pour rechercher le maximum de proximité, contribuer à l'offre de mobilité pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles aussi, donc intervenir en mobilité pour accroître l'offre de mobilité durable, et puis donc ce qui va permettre d'entraîner un développement durable et cohérent du territoire. Alors, on a beaucoup parlé des modes durables ou des modes à plus faible empreinte. Juste un petit rappel quand même de ce que c'est pour le déplacement des personnes. Donc, ce sont bien les modes actifs, la marche, le vélo et puis les micro-mobilités qui sont des mobilités en développement actuellement, la trottinette, les planches à roulettes, qui peuvent être des compléments. Et puis les modes collectifs, donc le transport en commun, autobus, tram, métro, traversier, etc. Et puis toutes les options qui minimisent l'impact de l'automobile, que ce soit à travers de l'autopartage, du covoiturage, du taxi, et puis en minimisant aussi l'impact à travers la propulsion et le format. Donc tout ça, ça forme différentes options de mobilité, ça forme un cocktail de transport et qui constitue justement tous les modes dont on doit trouver un équilibre sur le territoire pour offrir des alternatives crédibles et attrayantes, comme on le disait tout à l'heure, à la voiture. Et ça va permettre de s'engager dans le cercle vertueux de la mobilité durable. Donc, on parlait tout à l'heure de cercle vicieux de la dépendance à l'automobile. Là, on change complètement de modèle en aménageant des milieux de vie complets et à échelle humaine. On va le voir tout à l'heure comment ça se traduit. Et en développant les réseaux et services de mobilité durable, eh bien, on donne finalement accès à plus de proximité des activités et des services, on donne accès à plus de choix de modes de déplacement, ce qui permet de réduire les kilomètres parcourus et puis finalement de faciliter le report de la voiture vers les autres modes. On a besoin de moins d'espace pour les circulations et le stationnement. Et cet espace-là, on peut finalement le réutiliser pour autre chose, et notamment pour améliorer encore la qualité de nos espaces publics ou la qualité de nos espaces et de nos villes, et donc s'enclencher dans ce fameux cercle vertueux qui va permettre de renforcer encore la qualité de nos milieux de vie. Ce lien, il faut essayer de l'aménager, évidemment, le penser à différentes échelles. Il n'y a pas une échelle plus qu'une autre, parce que pour planifier les transports et la mobilité, parce que tout est lié. On est souvent sur une approche à l'échelle régionale, mais finalement, c'est une échelle qui est même supérieure à l'échelle où se font la plupart des déplacements. Il faut aussi prendre en compte l'échelle nationale, parce que ce sont les portes d'entrée du territoire, l'échelle aussi à laquelle se planifient les grands réseaux type train, et puis d'autres modes de déplacement, et puis l'échelle locale aussi, parce que c'est l'échelle à laquelle se fait l'intermodalité et à laquelle aussi il faut qu'en bout de course, l'échelle du piéton et l'échelle humaine soient pensées, soient traitées pour que justement on ait une bonne fluidité, une bonne articulation entre les modes de transport et entre les différentes offres de mobilité. Donc, il faut bien penser finalement l'enjeu est réussir à réconcilier ces différentes échelles pour avoir une planification qui ait du sens et qui reste toujours adaptée
aux personnes. Et justement, la planification et l'approche de l'aménagement spatialisée par l'aménagement du territoire, elle permet de réconcilier ces échelles-là. Alors maintenant qu'on a vu l'importance de cette planification aux différentes échelles, on va s'intéresser à la manière de la penser à l'échelle de l'agglomération, à l'échelle locale, en ayant toujours à l'esprit les liens entre l'aménagement du territoire et donc la consolidation de nos milieux de vie, et puis bien sûr la mobilité. Première étape, tout d'abord à l'échelle de l'agglomération, ça va être de réussir à identifier les espaces ou éléments du territoire qui sont les plus propices à la mobilité durable. Et pourquoi chercher à faire cet exercice? C'est tout simplement parce qu'il faut bien se rappeler que certains milieux, par leur aménagement, sont plus favorables que d'autres à la mobilité durable, et donc évidemment que d'autres le sont moins. On l'a vu tout à l'heure quand on a abordé différents types de quartiers, différents types de structures, et on voyait bien qu'il y en avait qui étaient déjà plus favorables que d'autres pour la mobilité durable. Alors, sur lesquels agir en priorité pour avoir des résultats. Face à ça, on est aussi un peu confronté à deux grands enjeux qui sont les enjeux d'équité, c'est-à-dire de pouvoir apporter, on aurait tendance à vouloir apporter les mêmes conditions à tout le monde, et puis des enjeux d'efficacité parce qu'on se rend compte qu'il vaut aussi mieux renforcer les milieux qui ont déjà du potentiel et donc concentrer les efforts plutôt que de saupoudrer à l'échelle de l'ensemble des territoires d'une agglomération, par exemple, parce que l'argent qui est investi aura beaucoup plus d'effet sur la mobilité dans les milieux qui sont le plus porteurs de potentiel. Et c'est là qu'on va vraiment réussir à enclencher le cercle vertueux dont on parlait avant. C'est-à-dire qu'il vaut mieux concentrer sur ces endroits à fort potentiel. Et ces endroits à fort potentiel, quels sont-ils? C'est ce qu'on va voir dans les diapositives suivantes. Ce sont les centralités, ce sont les POD et les TOD, donc les Pedestrian Oriented Development et Transit Oriented Development, les corridors de mobilité durable, les pôles d'échange. Donc, ce sont vraiment ces espaces-là, les espaces les plus favorables et porteurs du plus de potentiel pour améliorer la mobilité durable. Et ce qu'on vient de dire, c'est important, mais les efforts à consentir sur ces milieux à plus fort potentiel, ils ne produiront d'effet que si on accompagne ces efforts d'un autre type d'action qui vise à cesser l'éparpillement des activités et surtout donc cesser l'étalement urbain. Ça, c'est vraiment un aspect essentiel si on veut réussir justement cette transition et ce passage efficace à la mobilité durable. C'est-à-dire qu'il faut réussir à rester contenu dans les périmètres déjà urbanisés, donner la priorité à la reconstruction de la ville sur elle-même et à la consolidation des milieux de vie, ce qui permet en plus de protéger les zones agricoles et les milieux naturels. Alors, si on rentre un peu justement dans les différents types d'espaces qu'on a abordés, je vais accélérer un petit peu parce que l'heure tourne. On va parler tout d'abord des centralités. La très grande majorité des territoires ont une centralité ou des centralités qui rayonnent sur l'ensemble de leur territoire. Certains ont même plusieurs centralités. Souvent, ça peut être un centre-ville, mais c'est aussi d'autres cœurs de quartier dans lesquels une proportion importante de déplacements et une variété d'usages peut justement dans lesquels une proportion importante de déplacements peut se faire justement avec les modes actifs et puis les modes collectifs. Et c'est souvent là justement que l'offre de mobilité durable y est la plus étoffée et la plus utilisée. Donc là, on a un exemple à Joliette, par exemple, avec le boulevard Manceau, donc dans la centralité de Joliette. Les TOD dont on parlait tout à l'heure sont des quartiers qui sont basés sur les principes donc, du Transit Oriented Development. C'est des quartiers dans lesquels finalement on vient renforcer des noyaux et où on vient développer des quartiers autour des réseaux de transport en commun et notamment des stations de transport en commun. Donc on est à distance de marche d'une station de transport en commun, où on peut facilement y accéder à pied. C'est donc plutôt une organisation en noyau à l'intérieur duquel en fait, on va pouvoir faciliter et favoriser les déplacements piétons, les déplacements en modes actifs. Donc, ça implique aussi une organisation du territoire autour de ça et puis une structuration du réseau de rue, justement, pour qu'on puisse facilement se déplacer. Et un point important pour la réussite et le bon fonctionnement des TOD, c'est qu'ils soient en fait pensés pour, donc je le disais, encourager la marche,
vers le cœur ou vers les accès au transport en commun et qui soient pensés en fait sous forme de pods, donc qui sont les Pedestrian Oriented Development. Et l'avantage, c'est que ce type de quartier fonctionne aussi, même quand il n'y a pas de transport en commun, parce que c'est une manière de concevoir des quartiers ou des cœurs de quartier à échelle humaine, donc dans lesquels on va réfléchir à finalement organiser les activités pour pouvoir y passer facilement de l'une à l'autre à distance de marche dans les destinations du quotidien. Donc, ce qui se traduit par la compacité du bâti, la mixité des activités, par exemple, la qualité du réseau d'espace public. Donc, c'est souvent finalement des centralités locales. Ensuite, on a les corridors de mobilité durable qui sont justement les lieux qui rejoignent, qui permettent de relier les différentes centralités, les cœurs de quartier ou les noyaux entre eux, et avec une approche justement où on est à la fois sur une voie, évidemment, parce que c'est la voie qui va être souvent le support du transport en commun quand il y en a. Ça va être une voie aussi sur laquelle la mobilité durable ou les infrastructures de mobilité durable vont être présentes, mais c'est aussi un milieu de vie traversé. Donc, ça veut dire que quand on pense au développement des corridors de mobilité durable, il faut bien penser ces deux composantes, l'aménagement des voies de déplacement, mais aussi l'aménagement des milieux de vie traversés, encore une fois, avec les qualités qu'on a évoquées précédemment, la recherche d'un bon potentiel piétonnier, l'organisation de la trame de rue, l'organisation et l'implantation du bâti, etc. Et puis, dernier point, les pôles d'échange, qui sont les lieux de transfert entre les modes dans un point donné du territoire. Donc, ça peut être des gares d'autobus régionales ou interurbaines, par exemple. C'est vraiment un endroit de transfert entre les modes collectifs, mais aussi avec les autres modes. Et souvent, c'est un point de rayonnement sur le territoire. Et ça nécessite aussi une attention particulière, justement, pour faciliter, favoriser et rendre le plus facile et pratique possible l'utilisation successive de plusieurs modes au cours d'un même déplacement. Donc, ça implique aussi des aménagements, y compris pour les modes actifs, parce que c'est un point aussi sur lequel on peut rejoindre et finalement accéder à d'autres parties du territoire. Donc, ça nécessite aussi une bonne intégration avec le milieu de vie entourant les pôles d'échange. Donc, à travers ces différents morceaux du territoire, qui sont un peu les espaces à fort potentiel qu'on vient de balayer, on va chercher à atteindre des objectifs qui sont finalement relativement proches, qui sont de retisser la ville pour rechercher ou recréer de la proximité entre les activités. Donc, on est toujours sur notre recherche de réduction des distances à parcourir et puis de déplacement, de modes de déplacement différents. Et puis, créer les conditions favorables pour l'utilisation des modes de déplacement à plus faible empreinte en donnant accès à un éventail de solutions et en offrant des alternatives crédibles à la voiture. Donc, tout ça, ça va guider des choix d'aménagement et de design pour donc consolider des milieux de vie complets à l'échelle humaine et puis améliorer les infrastructures, équipements et services dédiés aux modes actifs et collectifs. Et là, on le voit finalement à travers un exemple qui est celui des corridors de mobilité. On voit bien qu'en fonction de la qualité des infrastructures ou de la qualité du cadre bâti ou des milieux de vie, on va avoir certains d'entre eux qui vont être peu favorables à la mobilité durable, pendant que certains autres seront justement très favorables à la mobilité durable. Donc, si on regarde maintenant comment consolider les milieux de vie et puis en faire des milieux de vie à échelle humaine, un petit rappel d'abord sur la question de la densité, puisqu'on a parlé beaucoup de cadres bâtis compacts et puis de proximité entre les activités. Un petit rappel, la densité, la densification, ça recouvre des réalités différentes. Ça ne veut pas forcément dire des grandes tours énormes, mais c'est aussi, on voit bien à travers cette illustration qui représente trois types d'organisation du cadre bâti, mais qui ont toutes la même densité. Ça peut donner des formes très différentes, certaines étant évidemment bien plus adaptées à l'échelle humaine. Et puis, la densité et la mixité des usages, ça a aussi un autre intérêt, c'est que ça offre, c'est un des très bons moyens d'offrir de la proximité pour tout le monde, parce que justement, ça donne accès aux activités. Ici, avec ça peut être une épicerie, ça peut être une école, par exemple. On voit bien qu'en fonction de l'organisation
du cadre bâti, de la trame de rue, ça donne accès à un beaucoup plus grand nombre de ménages facilement à distance de marche. Donc tout ça, quand on veut justement aménager des milieux de vie complets et à échelle humaine, si on veut réussir en fait la qualité de ces milieux de vie, il faut donc agir sur différents paramètres. Hein. Donc, on parlait d'organisation du cadre bâti et puis de mixité des usages. C'est un point important, donc, qui est la mixité des activités, des commerces et des logements. Ramener tout ça, y compris avec une mixité verticale, hein, avec des commerces, par exemple, en rez-de-chaussée, autour des rues, et puis des bureaux, du logement dans les étages. Ça permet de créer justement des centralités, des cœurs de quartier qui sont vivants et animés, dans lesquels on peut justement retrouver et puis se concentrer et améliorer la qualité des espaces publics et donc renforcer encore cet aspect attractif. Et ça permet de créer des milieux de vie qui sont stimulants, qui sont plus inclusifs, plus complets. Et puis c'est aussi avantageux d'un point de vue économique parce que, encore une fois, du point de vue des finances personnelles, mais aussi des finances collectives, puisque finalement, ça permet de rassembler dans un même endroit l'ensemble des activités plutôt que d'être obligé de toujours multiplier les infrastructures. Et puis, donc, penser nos villes pour tous, c'est aussi justement créer un cadre de vie destiné à une population diversifiée, plus inclusive, en pensant justement l'accueil et puis le déplacement de tous les âges de la vie, de toute la diversité aussi de la population, en créant donc des espaces publics inclusifs et accessibles, donc, et qui permettent aussi, comme on le voit avec cet exemple-là d'une résidence pour aînés, de pouvoir vieillir aussi au sein de son milieu de vie et puis sans être obligé forcément de bouger. Donc là, on vient de parler un peu plus de la partie milieu de vie complet. Et puis pour terminer, on va parler de l'amélioration des infrastructures et des équipements et services dédiés aux modes actifs et collectifs, parce que c'est aussi agir sur ces espaces-là, en rappelant tout d'abord que la rue, c'est un espace public et non pas seulement qu'un corridor de déplacement véhiculaire. Donc de façade à façade, il y a de la place et puis on gagne justement à occuper cet espace différemment pour lui donner plus de qualité, redonner aussi une fonction davantage sociale à la rue et à l'espace public, et puis agir sur nos capacités de déplacement. C'est vraiment repenser finalement la répartition des activités sur la rue et agir sur les infrastructures de déplacement. Ce n'est pas seulement agir à l'échelle de la voie, mais aussi à échelle urbaine pour repenser les connexions, les liens et éviter tous les effets de rupture ou de coupure urbaine qu'on a pu aussi évoquer au début de la présentation. Donc, ça veut dire penser à tous les aménagements qui sont nécessaires pour donner le maximum de sécurité et de convivialité pour l'ensemble des usagers, notamment les plus vulnérables. Et cet exemple-là que vous voyez, c'est un exemple déjà d'une artère relativement importante sur lesquelles on peut déployer des voies réservées au transport en commun, mais chaque type d'espace, chaque type de rue peut gagner en apaisement et puis en convivialité pour faire vraiment des espaces plus favorables pour les modes actifs notamment, et puis encore une fois pour la marche, le vélo, et lorsque cela se justifie pour le transport en commun. Et il y a un mot qui est important là-dedans, c'est l'aménagement de ces espaces, parce que, encore une fois, il ne faut pas les aménager uniquement pour le trafic automobile, mais bien penser à toutes les composantes sur lesquelles agir pour les rendre justement plus favorables, que ce soit à travers la continuité des cheminements piétonniers pour se rendre dans toutes les destinations, à travers la sécurisation des intersections et de la traversée des piétons, justement pour permettre cette continuité des déplacements piétons, à partir du déploiement d'un réseau cyclable connecté, continu, qui permet d'avoir des vrais déplacements utilitaires. C'est aussi en aménageant et en déployant des infrastructures de transport collectif, avec, comme par exemple ici, des voies réservées pour permettre de gagner en efficacité pour le transport en commun, mais aussi en pensant finalement à assurer des bonnes conditions d'accès et d'attente en toute saison, parce que c'est important aussi justement de faire en sorte qu'on puisse accéder et puis attendre le transport en commun dans de bonnes conditions.
Et puis enfin, aussi penser, on l'a évoqué, à la qualité des espaces publics à travers le mobilier urbain, la végétation et donc le verdissement des rues, parce que c'est aussi un élément qui permet de réduire les effets d'îlots de chaleur, par exemple, mais aussi de gagner en qualité urbaine, en structuration aussi du paysage urbain, et donc, encore une fois, d'inciter et de rendre encore plus attrayant les déplacements actifs notamment. Et puis, en accompagnement de ces efforts sur les infrastructures, ça va être aussi en déployant des services de mobilité attrayants et encore une fois dans une perspective d'offres globales et de cocktails à offrir. Donc, notamment, ça peut être du vélo partage, mais aussi de l'autopartage de véhicules électriques. Et on le voit, finalement, il y a un grand nombre d'initiatives qui sont en train de se mettre en place actuellement, qu'elles soient publiques ou privées, et y compris en région, dans toutes les régions du Québec. Donc, pour terminer, après ce panorama, et puis un peu rapide, j'ai parlé beaucoup et rapidement, là, mais on a bien finalement, un peu en synthèse de tout ça, des défis multiples à relever qu'on va essayer de rappeler pour se remettre un peu en perspective de tout ça. Donc, c'est bien d'arrimer les planifications aux différentes échelles, comme on l'a vu, mais aussi d'arrimer les planifications dans les différentes composantes de l'aménagement du territoire, donc en matière d'urbanisme, en matière de mobilité. C'est aussi, à travers ces enjeux de mobilité durable, permettre un meilleur accès aux activités pour tout le monde, vraiment dans un sens le plus inclusif possible, et puis s'affranchir donc de l'héritage et de la dépendance à l'automobile telle qu'on a pu la voir, et donc ce qui implique de changer de modèle pour relever simultanément les multiples défis du territoire, pour retisser la ville. On parle parfois aussi de réparer la ville, pour justement en faire une ville des courtes distances. Et ça nécessite différents moyens, notamment faire preuve de vision à long terme et de détermination. On sent aujourd'hui que les mentalités sont en train d'évoluer et qu'il y a des attentes de plus en plus fortes dans cette direction-là. Et puis ça nécessite aussi d'impliquer davantage les citoyens qui sont les experts d'usage et qui habitent sur les territoires, qui vivent les territoires, qui ont des attentes et des besoins auxquels il faut savoir répondre. Et puis, ça nécessite aussi de réclamer l'appui et puis de réclamer de la cohérence aussi avec l'ensemble des paliers de gouvernement, justement pour réussir à donner les outils. Ça, c'est quelque chose qui est aussi dans l'actualité actuellement, là, de réussir à donner les outils pour que les échelons régionaux et locaux à l'échelle des municipalités puissent avoir les bons outils pour aller dans cette direction-là et réussir la transition de la planification de la mobilité durable. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Un petit mot aussi sur un événement qui va avoir lieu prochainement, donc le 22 juin. Donc c'est le rendez-vous collectivité viable organisé par Vivre en Ville. Donc, il va aborder un certain nombre d'autres sujets autour des transitions et puis justement de réussir les transitions, encore une fois, pour réduire notre empreinte. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire là si vous souhaitez approfondir ces différents sujets. Voilà, je vous remercie et puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment fort enrichissant. Puis, je suis certain qu'on a plusieurs participants qui vont avoir des questions. Si je peux vous rappeler le fonctionnement rapidement, vous pouvez soit écrire dans le clavardage vos questions, puis on va les prendre dans l'ordre qu'elles viennent. Sinon, vous pouvez aussi lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Donc, si vous levez la main, je vais rendre votre micro disponible. Vous allez pouvoir poser votre question de vive voix. Donc, j'ai une première personne qui lève la main. François, je vous donne la parole. Oui, merci. Bonjour. Donc, moi, je travaille pour le MEPAL, qui est un regroupement d'organismes communautaires. On fait de la défense des droits. On milite, entre autres, pour une tarification sociale du transport en commun. Mais on sait que dans beaucoup de places, notamment dans des grandes régions là, comme la Nodière, le transport en commun, c'est pas juste
son coût qui fait qu'il n'est pas très accessible, c'est qu'il y a bien des places où il ne passe pas du tout ou vraiment pas assez. Alors, je me demandais un peu si, selon vous, des idées peut-être ou des arguments pour comment qu'on peut travailler pour autant développer la desserte, mais aussi l'accessibilité financière, surtout avec le gouvernement qu'on a, qu'on sait qu'il reste à convaincre là, que ce n'est pas l'auto puis les autoroutes l'avenir. J'ai commencé à la réponse et puis je laisserai Amandine peut-être compléter aussi si elle le souhaite. Là, mais c'est justement, vous avez dit dans la question, là, il y a un peu deux aspects. Il y a l'aspect tarification, mais il y a aussi l'aspect qualité de la desserte et puis efficacité en fait, du transport en commun. Et souvent, effectivement, c'est un des freins qu'on rencontre à l'usage du transport en commun, c'est que c'est compliqué justement de pouvoir accéder aux destinations par le transport en commun. Donc, ça va être justement d'essayer déjà d'améliorer l'organisation de la desserte en lien avec les différents réseaux de transport, mais aussi justement en essayant de repérer au sein du territoire les lieux qui vont être les plus favorables justement pour développer la desserte en transport en commun, pour développer justement l'accès aux différentes destinations et puis pouvoir proposer une offre qui soit efficace. Et puis justement, à côté de ça, il y a aussi tout l'aspect accessibilité financière et accessibilité sociale que vous évoquiez. Mais il y a bien, c'est les deux volets qu'on a abordés, c'est-à-dire aménager de manière à rendre plus efficace le déploiement du réseau, mais aussi faire en sorte qu'on puisse finalement ramener plus de proximité, pouvoir réduire les distances en ramenant des possibilités d'avoir les activités et puis l'offre de logement plus proche et puis de manière plus concentrée sur le territoire. Amandine, peut-être, je ne sais pas si tu veux Oui, mais compléter en un petit peu. complément, ce qu'on voit beaucoup, j'espère que vous m'entendez, ma voix n'est pas très vaillante aujourd'hui. Ce qu'on voit beaucoup, c'est dans les bonnes pratiques qui se distinguent sur les territoires de plus faible densité ou composés de plusieurs villes à distance les unes des autres. C'est de développer des lignes plus fortes, plus structurantes, dans lesquelles on va pouvoir avoir un petit peu plus de fréquence. Et de compléter avec des systèmes de transport à la demande, donc taxi-bus ou navette. En tout cas, il en existe plusieurs modèles. C'est encore assez innovant, puis il n'y en a pas tant que ça, mais il y a quand même beaucoup d'expériences, de plus en plus d'expériences au Québec qui font leurs preuves que ça fonctionne. Fait que ça pourrait être une option aussi pour la région de la Naudière, où effectivement, il y a des défis de performance du transport en commun, beaucoup de réseaux différents. Alors, ce n'est pas toujours évident pour les usagers de s'y retrouver et d'avoir un service qui réponde bien à leurs besoins. Mais bon, après, il y a tout un défi de ressources pour faire vivre tout ça. Ce n'est pas des questions simples. Effectivement, comme tu l'évoques, un défi de simplifier en fait, et donner de la visibilité aux différentes offres qui peuvent exister, parce que des fois, elles sont portées par des réseaux différents aussi, mais justement, c'est de rassembler et d'intégrer au maximum en fait, ces différentes offres pour, et puis tout simplement mieux les faire connaître, quoi. Merci. On va passer à la prochaine question. Donc, dans le clavardage, cette fois-ci, de la part de Muriel Lafarge, y a-t-il une façon d'aborder le MTQ pour transformer les routes provinciales qui traversent les villes en voies favorables au transport actif? Si je peux me permettre d'ajouter, là, on le voit beaucoup dans nos communautés, des fois la municipalité, la ville souhaite agir, souhaite implanter des aménagements favorables, est prête à aller de l'avant, mais dès qu'on doit traverser une route numérotée, là, souvent ça complexifie les choses de beaucoup. Puis on ne sent pas toujours la volonté là, du côté du ministère des Transports. Je ne sais pas si de votre côté vous avez quelques exemples en la matière. C'est effectivement un sujet qui revient assez fréquemment justement dans les sujets de transformation de ce type de route. On a travaillé
dans les années passées sur la transformation des boulevards et des routes à vocation commerciale, dans lesquelles, justement, dans certains cas, on est sur des routes sous juridiction municipale et puis dans certains cas, sous des routes à numéro. Et effectivement, la question des collaborations, c'est souvent un sujet qui est relativement délicat, mais pour autant, ce n'est pas impossible. Il y a quelques exemples qui montrent que des choses ont pu être améliorées, notamment en améliorant les conditions de circulation dans les traversées d'agglomération, de circulation le long des boulevards, en améliorant des routes, et puis en améliorant aussi la qualité des traversées. Ce qui est important, en fait, c'est vraiment d'essayer de travailler la collaboration le plus en amont possible, en fait, pour justement déjà partager les besoins. Effectivement, souvent, c'est long, tout le monde le reconnaît et c'est long à aboutir, mais là aussi, il faut finalement que le changement il se fasse de manière partagée et que on ait aussi des évolutions, des façons de faire et des pratiques qui se fassent, y compris en lien avec le ministère et sur les routes à numéro. Mais ce qui semble être le plus efficace, c'est justement de partager le plus en amont possible les constats, les besoins, et puis pouvoir travailler des projets qui répondent justement le mieux possible aux problématiques rencontrées localement. Et puis le temps de prendre une autre question, je vais essayer de retrouver quelques exemples où on pourra aussi vous redonner en fait dans la suite de la conférence là, mais on a quelques exemples quand même. Il y a un exemple à Granby notamment avec, si je ne dis pas de bêtises, au niveau d'une école où la municipalité a réussi à rétrécir la voie au niveau de la traverse en face de l'école, à faire installer une avancée de trottoir et un îlot central avec une belle traverse jaune prioritaire. Donc, il y en a quelques-uns des exemples comme ça qui montrent que c'est possible déjà, donc perdez pas espoir, accrochez-vous. Faire valoir la sécurité des personnes les plus vulnérables, des besoins de cohabitation, ça peut être assez gagnant aussi, effectivement. Il y a un bon exemple aussi à Beaupré, dans la traversée de la partie agglomérée là, de Beaupré, en fait, où il y a eu des améliorations assez nettes en termes justement parce qu'il y avait des enjeux de traversée entre la partie nord et la partie sud de la route. C'est la route 138, je crois. Donc, dans la partie agglomérée, et où on a eu vraiment, à travers un retravail en fait des dimensions de la chaussée et puis une amélioration des conditions de circulation, là, des choses assez intéressantes, et puis ça qui a permis aussi de transformer un peu le paysage urbain dans ce secteur-là. Donc, il y a des exemples, mais effectivement, c'est souvent des collaborations de longue haleine et puis vraiment un travail à essayer de mener sur le long terme. Merci beaucoup. Je pense que ça va clore notre période de questions-réponses. Il y a quelqu'un qui mentionnait en commentaire que ce serait l'école La Haute-Ville à Granby qui serait un exemple similaire. Rapidement, là, il y a quelqu'un un peu plus tôt lors de la conférence qui demandait si les documents seraient accessibles par la suite. Je pense qu'on va pouvoir vous fournir la documentation de la part de Vivre en Ville à ceux qui étaient inscrits au webinaire, vous faire parvenir ça là, dans notre petit courriel post-webinaire. Donc, un petit mot de la fin rapidement. Donc, une fois que vous allez quitter le webinaire, il devrait apparaître sur votre écran un court sondage d'appréciation. Donc, je vous demanderai de prendre quelques minutes pour le remplir. Ça permet vraiment d'améliorer notre offre de service, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prochaine fois. Puis, en terminant, j'aimerais remercier encore une fois Thomas Fortin, Amandine Rambert pour votre participation ce midi. C'est encore une fois très apprécié de collaborer avec Vivre en Ville sur les questions d'aménagement et de mobilité. Puis j'ai l'impression qu'on va travailler ensemble aussi dans le futur. Donc, merci encore une fois. Ce projet a été réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada. Donc, merci à notre bailleur de fonds pour ce projet. Puis finalement, je vous donne rendez-vous cet automne. Là, on va poursuivre de notre côté, c'est certain, le contenu en matière
en matière d'aménagement, de mobilité durable, de lutte et d'adaptation au changement climatique. On va sûrement reprendre en partie la formule webinaire, mais on va avoir une nouvelle formule aussi à vous présenter. Donc, ce qui est inscrit, là, on va vous envoyer plus d'informations là, dans les prochains mois. Donc, merci encore une fois à nos panélistes, à tous les participants et les participantes. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. On vous remercie aussi. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.